Voilà, alors je me lance dans la partie suivante du plan d'adressage du Commodore 64. Alors, on va s'attaquer à ce moment-là à la RAM. Hein. Donc, on va regarder deux RAM, la mémoire couleur et la RAM dynamique. Voilà. Alors, j'ai mis un peu de temps à faire cette vidéo parce qu'il faut vraiment que je m'approprie un petit peu différents concepts, en particulier sur le C64. Et les choses sont pas si évidentes. Alors, allons-y un petit peu. Alors, on a déjà regardé un petit peu toute cette partie-là, hein, donc les ROM, la partie entrée-sortie où on avait vu les circuits d'entrée-sortie, le CIA1, le CIA2, les entrées-sorties qui se trouvent sur la carte d'extension, hein, sur le port cartouche, le SID, hein, donc le composant sonore, et le VIC, le composant vidéo, et on avait vu aussi qu'on avait des possibilités de rajouter sur le port cartouche, hein, donc des ROM également. Hein. Donc, il nous reste à voir finalement cette partie RAM là, et puis la color RAM qu'il y a ici, et on aura fait l'ensemble de l'architecture mémoire du Commodore 64. Alors, allons-y un petit peu. De quoi on parle, hein. On va parler de deux éléments. Donc, la RAM couleur, elle est ici, hein, quand on regarde le schéma du Commodore 64. Alors c'est marqué Color Room, c'est une petite erreur. Il y a des petites erreurs hein, dans le schéma, ça c'est un peu inévitable. C'est fait à la main, hein, comme on le voit, c'est fait à la main et fatalement, on va pas leur dessiner à chaque fois qu'on a fait une faute d'orthographe. Ici il y a Room à la place de RAM, donc il y a quelques petites erreurs. C'est pas forcément les derniers plans qui ont été publiés. D'ailleurs, il manque des infos. Hein, toutes les infos sont pas disponibles. Des choses qui ont été perdues avec la faillite de la société Commodore. Et puis, voilà, on garde pas tout non plus. Tout n'était pas informatisé à l'époque. C'était les débuts de l'informatique. Donc, pour faire les premiers ordinateurs, c'était fait à la main. Voilà, donc on va regarder dans un premier temps ce petit bloc là, donc le color RAM, hein, donc dont on nous donne déjà l'adresse. Alors on va retrouver ici le chip select, hein, le chip select donc qui va être activé de deux façons différentes, soit par une entrée color bar, soit par une entrée AEC, hein, là c'est un et, donc actif au niveau 0, donc c'est un ou en fait, un ou sur les zéros, hein. Quand j'ai un 0 là, ou quand j'ai un 0 là, j'ai 0 en sortie. C'est comme ça qu'il faut le voir, même si on a un et, comme on est en logique inversée, hein. Voilà, A bar et B bar, c'est A bar ou B bar. Voilà, on a déjà vu ça quand on a fait un peu de logique. Donc, on va s'intéresser simplement au color parce que le AEC, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais à chaque fois, je le mets de côté. Il faudrait bien que j'en parle. Mais on va simplement s'intéresser à la façon dont le color est activé. Eh ben, il sort, on l'a déjà vu. On avait vu ici la zone dédiée au VIC, la zone dédiée au SID. Eh ben, la zone suivante, c'est la zone dédiée à color bar. Donc, on a un espace d'adressage qui est défini ici par un 11 à 12, hein, qui va sélectionner l'entrée Y1. Donc ici, comme c'est la deuxième, hein, ça sera soit 0,1, soit 1,0. Et puis l'entrée enable qui sort à partir de la PLA, donc du circuit logique programmable du C64 qui gère tout ça. On a déjà vu tout ça, donc rien d'extraordinaire. Juste ici le write enable, qui n'est pas directement issu du signal RW bar, mais qui est issu d'un signal GRW. Et ce signal-là, en fait, il est issu lui aussi de la PLA. Alors pourquoi? Bien parce qu'ici, on a une RAM particulière qui est une RAM statique. Alors, on va regarder un petit peu ses caractéristiques de cette RAM. Elle a 4 bits de données. Donc, c'est une RAM sur 4 bits et non pas sur 8 bits. Contrairement aux circuits mémoire qu'on avait vu jusqu'à maintenant, qui étaient des circuits mémoire sur 8 bits. Et on a ici donc 10 bits d'adresse, de 0 à 9, 10 bits d'adresse, donc elle a 1024 cases de 4 bits. Hein, c'est comme ça qu'il faut la voir. Et donc, comme c'est une RAM statique, en fait, elle a un mode d'adressage particulier. Il faut que l'adresse soit stabilisé avant qu'on active le write enable. Et donc, ça fait un timing particulier pour cette entrée-là, qui sera donc pas issue du microprocesseur et qui sera issue de la PLA. Là, je donne son diagramme. En fait, ce signal-là ne va qu'ici. Hein. Donc, il est issu des adresses A15, A14, A13, A12. Hein, on voit donc 1, 1, 0,
1. Pour l'activer, on a le signal RW bar qu'on retrouve ici. Donc pour l'activer, pour avoir le write enable. Et puis on a des synchronisations avec deux signaux, alors CAS et AEC. Donc on verra que le CAS arrive plus tard lorsqu'une adresse est présente. On verra un petit peu ça, comment ça se passe. On va commencer à parler CAS à partir de voilà. Mais bon, tout ça pour dire que on a juste une petite spécificité ici liée. Alors, j'ai pas sorti la doc de cette RAM, j'aurais pu, mais liée aux spécificités des temps, des différents cycles de cette RAM. Voilà. Alors passons quand même à la partie la plus intéressante, les fameux 64 kilooctets de RAM de notre Commodore 64. Donc ici, on va trouver 8 circuits mémoire de type 4164, qui sont tous branchés alors en parallèle. On a sur ces circuits mémoire donc non pas un D0, D1, mais un D-out, D-in qui sont reliés. Comme le signal de données est soit une écriture, soit une lecture, on les relie ensemble. Et ben quand c'est une écriture, eh ben on va sur le D-in, et quand c'est une lecture, eh ben c'est le D-out qui envoie, et on fait jamais les deux ensemble. Donc là, je sais pas pourquoi dans les circuits mémoire, il y a deux pads séparés pour le out et le in. Bon, peut-être qu'historiquement, il y avait un intérêt, mais ici, on les trouve reliés ensemble. Donc, on aurait pu avoir à l'intérieur du circuit qu'une seule patte et réduire un petit peu la connectique. Mais enfin, c'est pas très compliqué. On a donc le write enable, et puis on a des signaux CAS, RAS. Qu'est-ce que c'est que ça? Et puis on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On a 8 bits d'adresse, donc ce qui nous donne normalement 256 cases. Et puis ici, un bit. Donc ça, normalement, c'est 256 bits. Alors, c'est pas logique tout ça. On a ici des 7, des 6, des 5, des 4. Donc, on a bien nos 8 bits d'adresse. Donc, tout ça, comment ça fonctionne? Et puis ici, on a un truc compliqué. On a des circuits, les 74 LS257. Sur lequel arrive, pour le coup, là, on retrouve nos 16 bits d'adresse, mais derrière, on n'en a que 8. Alors, on va essayer de comprendre tout ça. On va donc aller voir la doc de ce composant, 4164, donc une DRAM. 4164, donc on a des noms un peu comme ça, 4164, 41256. On est sur un x4, normalement on est sur un x2, tiens. Voilà, et puis 41 000, voilà, on peut aussi avoir 44 64, 44 256. Je vais essayer d'expliquer un petit peu tout ça. Alors il n'y a pas de grande logique là-dedans non plus, dans les références des composants. Bon, quand on va passer d'une génération à l'autre, on va passer de 4 à 5, des choses comme ça. Le 1 ici, c'est parce que j'ai un bit. Et finalement, le 64 ici, c'est parce que j'ai 64 kilobits, j'ai 65 536 de puissance 16 cases de 1 bit. C'est ça que ça veut dire. On peut très bien, sur une autre référence, pas trouver cette logique-là. Voilà. Donc la logique, on l'a un peu de temps en temps. Ça dépend du fabricant. On retrouve ici donc nos bits d'adresse. Voilà. Mais qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit 64 ou 256? 64 000 ou 256. Alors, regardons un petit peu les différentes familles de RAM avant d'aller voir un peu plus loin. Donc, dans les RAM, on a les DRAM, donc les mémoires dynamiques, et on a les SRAM, les mémoires statiques. Donc, la SRAM, la mémoire statique RAM, c'est celle qu'on vient de voir pour les 4 bits. Alors, ce type de mémoire prend 6 transistors par cellule mémoire, plus toute une logique autour de décodage des adresses, bien sûr. 6 transistors par cellule, c'est une RAM qui est stable, c'est-à-dire qu'en fait, c'est une bascule. On pourrait regarder ça un petit peu. Je pense que je ferai un cours pour présenter schématiquement ce que c'est qu'une DRAM et ce que c'est qu'une SRAM avec les transistors. Donc, on verra que c'est une bascule. Donc, c'est stable, il n'y a pas de souci. La DRAM, donc, elle ne prend qu'un transistor par bit de données. Donc, c'est 6 fois moins. Donc, ça veut dire que globalement, je peux mettre, pour le même nombre de transistors dans une DRAM, je vais en mettre 6 fois plus. Donc, comme on est toujours à la course à la capacité, on va préférer mettre des DRAM. La DRAM, elle a un inconvénient, elle est un petit peu plus lente d'accès. Le mécanisme d'accès
est un petit peu plus lent et surtout, elle n'est pas stable. En fait, l'information est stockée dans un petit condensateur qui, par phénomène d'autodécharge, finit par se décharger. Donc régulièrement, il faut réécrire les informations qui sont en mémoire. Donc c'est un mécanisme interne qui se fait, mais en gros tous les millisecondes, quelque chose comme ça, il faut rafraîchir la mémoire. Donc voilà. Donc il y a un système de rafraîchissement de mémoire. Dans ces DRAM, on va avoir les mémoires de type FPN, hein, Fast Patch Mode. On verra très rapidement un petit peu ce qui peut se cacher derrière ça, et les mémoires EDO, donc Extended Data Output. On a la SDRAM. Aujourd'hui, ce sont les SDRAM. Donc ce sont des mémoires synchrones, dynamiques, mais qui vont avoir une horloge pour synchroniser les échanges. On va étudier précisément ici la DRAM, donc on verra que c'est une mémoire asynchrone, et j'expliquerai rapidement que la SDRAM, on va synchroniser en fait tout ça proprement, et on a donc les DDR1, les DDR2, les DDR3, les DDR4 et les DDR, tout ce qu'on veut, donc le double data rate, hein, avec des signaux de synchronisation qui sont à une fois, deux fois, trois fois, quatre fois le signal d'horloge de synchronisation de la RAM. Voilà un petit peu. Donc nous, on s'attaque à la DRAM. Hein, on va essayer de comprendre ça. La mémoire statique, elle fonctionne un peu de la même façon que les EPROM qu'on a vu, hein, c'est-à-dire qu'il n'y a pas trop de soucis. Elles sont rapides. Aujourd'hui, elles sont utilisées surtout en mémoire cache, c'est-à-dire quand on veut de la mémoire rapide et stable. Donc dans les mémoires intermédiaires d'accès extrêmement rapide. Et on a aujourd'hui de la SDRAM qui est pas très différente de la RAM, hein, c'est juste sa façon de fonctionner et d'échanger les données qui sont bien synchronisées, bien proprement, et qui demandent donc un peu plus d'électronique, alors que là on va avoir quelque chose qui est fait en aveugle. Alors ces circuits, on les trouve là, hein, vous voyez, donc là on a une SIM 8 bits 256 kilooctets, donc on a des circuits, alors on peut regarder un petit peu, donc du 41 256, donc 256 kilobits, donc x 8, hein, ça me fait bien 256 kilooctets. Hein, donc on les trouve alignés, on en a 8 comme ça, donc voilà. Et c'est vrai que vous avez vu sur le schéma du Commodore 64, elles sont toutes alignées, toutes les bus d'adresse sont reliées entre eux, il y a les 8 bits de sortie, et puis après il y a les alimentations, il y a un tas de choses qui peuvent être optimisées, et comme c'est toujours la même chose de mettre des RAM, et au bout d'un moment, on s'est dit autant mettre ça sur un circuit spécifique, fabriqué en grande série, bien stabilisé proprement, plutôt que chaque constructeur ait à refaire sa carte mère. Bon, ce type de mémoire n'existait pas au moment où est sorti le Commodore 64. Par contre, ça commençait à exister au moment où est sorti l'Amiga. Et c'était une erreur, je pense, de Commodore de pas utiliser ce type de mémoire pour son Amiga, en tout cas pour l'Amiga 500, voire le 500+. C'est vraiment dommage. L'Atari ST avait ce type de mémoire et c'était un petit bénéfice. Des constructeurs comme GVP ont utilisé ce type de mémoire du temps de l'Amiga. Bref, on va les trouver donc ces mémoires en 8 bits, en 16 bits, ici une mémoire Apple, 16 bits sur un format propriétaire, mais le principe était le même. Et ici une mémoire 32 bits, donc on va retrouver, donc là en 16 bits, on va avoir ici 4 bits par puce, donc 1, 2, 3, 4, 4 x 4, 16. Ici 8 bits, on a 1 bit par puce, et ici 4 bits par puce ici, donc on en a 8, 4 x 8, 32, et on a même ici une puce pour avoir un 9e bit quand on a des mémoires avec autocorrection ou bit de parité, voilà, ça dépend si on a des mémoires ECC, voilà. Donc il y a plein de types de mémoire, ça serait trop long de parler de tout ça. Revenons à notre RAM, donc la 4164, regardons un petit peu ses caractéristiques. Hein. Donc on va voir que elle fonctionne en 5 volts. Le temps d'accès, c'est important, donc je crois que le type de mémoire du 64, c'est 200 nanosecondes. Retenons que dans tous les cas, elles sont inférieures à 250 nanosecondes, hein, mais je crois qu'on a une... voilà. Et on a des temps qui sont, alors en fonction du type de mémoire, qui vont être systématiquement inférieurs à 500 nanosecondes. On va retenir ça. Hein, donc, dans le pire des cas, il faut 410 nanosecondes pour accéder à ce type de mémoire. Voilà. Alors, on verra que les timings mémoire, c'est quelque chose. Alors, on verra beaucoup de choses dessus. Enfin, on va pas tout voir non plus parce que c'est trop compliqué. Et puis, on a nos cycles de rafraîchissement mémoire, etc. Voilà. On va pas regarder tout ça, c'est pas l'objectif. On va simplement essayer de regarder un petit peu. Donc, on va imaginer qu'on a notre mémoire qui est à l'état haute impédance.
Et alors, vous avez vu qu'il y avait 8 bits de données. En fait, il va falloir mettre les 16 bits d'adresse, pardon, non pas de données, on a 8 bits d'adresse, 1 bit de données, et on a physiquement 8 pattes d'adresse, et derrière, on a 16 pattes d'adresse pour avoir 2 puissance 16 cases mémoire. Alors du coup, bah ça c'est pour limiter le nombre de pattes de connexion avec l'extérieur et limiter la complexité des circuits. Du coup, si je veux mettre mes 16 bits d'adresse, je vais devoir m'y mettre en 2 temps. Alors ces 16 bits, ils sont répartis en 8 et 8. Alors on dit qu'il y a 8 bits en colonne, 8 bits en ligne. Donc on va avoir colonne et row en anglais. Et donc il va falloir mettre l'adresse en 2 temps. Dans un premier temps, la ligne, et dans un deuxième temps, la colonne. Et c'est comme ça que ça se fait. Et ça se gère à partir des entrées RAS, row address strobe, donc on dépose la ligne, et colonne address strobe, on dépose la colonne. Et donc le circuit va récupérer les 8 premiers bits de sa matrice, donc la ligne, et ensuite les 8 bits suivants de sa colonne, et il aura comme ça ses 16 bits, et il sera à ce moment-là capable d'envoyer l'ensemble de ces informations. Donc ça va se passer comment ça? Bah déjà on va préparer les 8 bits qui correspondent à la ligne. On va ensuite envoyer le signal, on va le passer à 0 pour dire voilà, j'ai préparé mon adresse sur sa ligne, donc les 8 premiers bits, et maintenant tu peux prendre cette donnée-là. On va envoyer ensuite le signal, est-ce que je veux lire, est-ce que je veux écrire? Là, il y a un petit moment où on ne prend plus en compte, voilà, la donnée ici a été enregistrée à ce moment-là. On va présenter les 8 bits suivants, donc la colonne, et on va lui dire, vas-y, prends ça en mémoire. Donc, à la transition ici, il mémorise ça. Donc, ce qu'il y a derrière, on s'en fiche. Et il nous présente la donnée comme étant valide. Donc, il passe de l'état, ici, si c'est un ordre de lecture, puisque je vais avoir RW bar qui vaut 1. Et donc, il va présenter sa donnée en extérieur pour qu'elle soit lisible. Et puis, une fois qu'on a passé ça et qu'il y a un petit temps entre les deux, voilà, peu importe, on peut changer les valeurs de l'adresse et de la donnée, ça reste valide derrière. Donc ici, il y a la notion de front. C'est au moment du front que on prend en compte la donnée. Ici, c'est au moment du front qu'on prend en compte la donnée. Après, ça peut bouger. C'est pas grave. Et ensuite, on va remettre CAS et RAS à 1 et on va relancer éventuellement un cycle suivant de lecture. Voilà. Je ne vais pas aller beaucoup plus loin que tout ça pour présenter ce qu'il y a. Ce qu'on va retenir ici, c'est que tant que j'ai pas mis CAS à 0, je reste en haute impédance. Donc en fait, l'adresse CAS, elle a un double impact. Premièrement, elle termine le cycle d'acquisition de l'adresse de la mémoire et en même temps, elle fait sortir la mémoire de son état haute impédance pour qu'elle puisse envoyer ses données en sortie. Et donc, le CAS peut aussi servir en quelque sorte de chip enable ou de output enable si on regarde bien tout ça. Alors, c'est intéressant parce qu'on va voir que le CAS, c'est un signal important du C64. Voilà, j'espère que je me suis bien fait comprendre. Alors, je suis resté très simple ici. Si vous prenez une doc constructeur, voilà tous les timings qu'il y a à respecter. Et vous avez toutes les docs ici avec des valeurs mini, des valeurs max, etc. Ça, c'est un cycle de lecture. Il faut observer la même chose pour un cycle d'écriture. Vous avez la même chose pour... Alors, vous voyez, on met d'abord la ligne, ensuite la colonne. Bon, si je veux lire autre chose, il faut que je remette... la ligne, il faut que je remette la colonne. Non, si la ligne est la même, je peux me contenter de juste changer la colonne. Je vais avoir un temps d'accès plus court, puisque j'ai plus le cycle à faire. Donc, on va avoir des lectures, on va appeler ça une page, donc tout ce qui se retrouve sur la même ligne, et on va pouvoir lire une page d'affilée, etc., etc. Soit des adresses consécutives, soit quelque part ailleurs, mais dans la même
lignes, etc. Et donc là, vous avez toutes les technologies de différentes mémoires pour des optimisations, donc les mémoires Fast Page Mode, Extended Data Output, etc., où on va pouvoir recevoir des mémoires burst, etc., ou parce qu'en général, quand on lit une mémoire, assez souvent, on a besoin de lire la mémoire suivante. Hein, vous voyez, ce genre de choses qu'on peut avoir. Mais là, c'est pas l'objet. Ce qu'il faut bien voir, c'est que ces timings, ils doivent être respectés. Et ils dépendent de la mémoire. Et il n'y a aucun signal de synchronisation. On pourrait imaginer un circuit où la mémoire, on lui dit, bah tiens, je te présente ma ligne, ok, j'ai bien reçu ta ligne. Donc il y a la mémoire répond, dire j'ai bien reçu ta ligne, je l'ai enregistrée, c'est bon, passons à la suite. Eh ben je te présente ma colonne. Ok, j'ai bien reçu ta colonne, voilà. Ensuite, je t'envoie l'ordre de lecture-écriture. Ok, j'ai bien reçu ton ordre de lecture-écriture. Voilà, les données sont valides, etc. Hein, et donc on peut imaginer qu'il y a un dialogue entre le circuit mémoire et le bus. Qui fera la demande, généralement le microprocesseur, mais ça peut être un autre périphérique qui fera ces demandes. Et là, on a des échanges qui sont propres et qui vont au plus près des capacités de la mémoire, parce que là, il faut prendre de la marge. Il faut prendre de la marge, il faut qu'il y ait le temps. Hein, et donc, peut-être que la mémoire est prête à recevoir la donnée suivante, mais voilà. Alors que s'il y a un dialogue, dès que je suis prêt, je le dis. Et donc là, ce sont les mémoires synchrones. Ici, on est sur une mémoire asynchrone. On agit en quelque sorte en aveugle, en respectant scrupuleusement les contraintes du constructeur. On va se contenter de ça pour l'instant et on va avancer. Donc, on va avoir notre CAS-RAM. Alors, ce CAS-RAM, c'est le signal CAS qui est envoyé à la RAM. Alors, on va pas regarder ça de près. Parce que là, vous voyez que ça sort de la PLA, hein, c'est toujours pareil. Je vais juste vous dire, je l'ai mis là, s'il y en a qui veulent s'amuser à décrypter ce qui se passe exactement. En gros, qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir que quand on a une adresse où je veux lire là, et quand il y a de la ROM, quand il y a la ROM basique, la ROM caractère, etc., que je veux lire, je vais pas aller lire la RAM. Donc, je vais désactiver ce signal CAS pour pas qu'il s'applique à la RAM, pour pas qu'elle vienne donner sa valeur en même temps qu'on est en train de lire une ROM. Donc ça, c'est tout ce qui est en ordre ici de lecture. Ici, RW, hein, donc quand ça vaut 1. Et là, c'est en gros toutes les combinaisons possibles. Est-ce que j'ai une cartouche? Est-ce que j'ai une ROM externe? Est-ce que j'ai une cartouche de jeu? Est-ce que j'ai activé la ROM caractère? Est-ce que j'ai activé la ROM basique? Est-ce que vous voyez un petit peu tout ça pour que justement on n'ait pas la lecture de la RAM qui se télescope avec la lecture d'une ROM. Donc ça, c'est important. Ensuite, on a un deuxième morceau ici, donc qui est dans les ordres d'écriture. Et quand on regarde bien ça, ça veut dire qu'un ordre d'écriture, quand on regarde où est-ce que ça tombe, un ordre d'écriture, quand on veut écrire là où il y a la ROM, par exemple, ça va tomber dans la RAM. Donc, je ne peux pas le lire derrière, mais lorsque je l'écris, j'écris dans la RAM. Donc, si j'écris à l'endroit de la ROM basique, hein, c'est une possibilité d'adresse, le microprocesseur va écrire, ça sera écrit à l'adresse équivalente qui correspond à l'adresse de la RAM. Si je veux aller lire cette donnée, il faudra que je désactive la ROM basique pour aller lire la donnée qui est derrière. Alors ça fait partie des petites particularités du Commodore 64 qui avait une gestion de mémoire qui permettait énormément d'astuces pour dépasser un petit peu les capacités du Commodore 64. Et on a ensuite le fameux AEC qui revient ici et dont je vous parlerai donc dans la prochaine vidéo qui concerne le VIC. Hein. Donc voilà, j'ai simplement ici, on va avoir la gestion. Pourquoi? Parce que le CAS-RAM intervient un petit peu comme un chip enable. Et quand est-ce qu'on va activer la RAM? On va pas l'activer quand on lit, à un endroit où il y a une EPROM. Typiquement, alors vous avez vu des EPROM, on a la ROM caractère, basique, kernel, on a les ROM extérieures, etc. Et quand on va écrire, on va écrire derrière, sauf dans la zone des entrées-sorties, donc sauf dans la zone où il y a le CIA1, le CIA2, les entrées-sorties externes et la ROM couleur. Voilà. Alors maintenant, comment est-ce qu'on va switcher
les deux parties de, comment que ça s'appelle, de mon adresse sur 16 bits, et ben pour ça, on utilise des circuits logiques, le 74 LS257, qui est une espèce d'aiguillage. Alors, ce circuit, il a 8 entrées, 4 sorties. Les entrées, il a A1, A2, A3, A4, B1, B2, B3, B4. Il a les sorties Y1, Y2, Y3, Y4. Et en fonction d'une entrée qui s'appelle Select, eh ben, il va soit envoyer A1, A2, A3, A4 sur Y1, Y2, Y4, soit B1, B2, B3, B4 sur Y1, Y2, Y3, Y4. Quand on regarde la table de vérité, on le comprend ici. Select, lorsqu'il est à l'état logique bas, eh ben, le 0 ici, je l'envoie sur ma sortie. Le 1, je l'envoie sur ma sortie. Et quand Select vaut 1, eh ben, c'est le B. C'est l'entrée B que j'envoie, peu importe l'entrée A, que je vais envoyer ici comme ça. J'ai, comme toujours, un moyen de contrôler le fonctionnement de ce circuit. Il faut toujours actif à l'état bas, on commence à être habitué. Lorsque j'ai un niveau 1, eh ben, rien n'est pris en compte et mon circuit est en état haute impédance. Donc, c'est avec ce petit circuit que je vais aiguiller mais donc comme j'en ai 4, vous voyez, 8 entrées, il me faut 16 bits, il m'en faut 2, comme ça, pour pouvoir aiguiller mes 16 bits, les séparer en 2 x 8 que je vais envoyer à mes circuits mémoire. Voilà un petit peu comment ça se passe. Et donc, je vois maintenant qu'il va falloir que je m'intéresse un petit peu au VIC, ce circuit-là, parce que c'est lui qui génère les circuits, les lignes CAS, RAS, BA, on verra ce que c'est. On verra aussi qu'il est relié, il a 12 bits. Tout à l'heure, je ne l'ai pas mentionné, mais on a 4 bits qui sont reliés à la RAM couleur. Alors, oui, forcément, c'est le circuit vidéo, RAM couleur. On se doute qu'il y a bien un lien entre les deux. On voit qu'ici, il a, pareil, le mélange des entrées-sorties. Enfin voilà, il a un petit peu tout ce qu'il faut. Donc, c'est vraiment maintenant qu'il va falloir, si on veut comprendre au niveau de la mémoire comment ça fonctionne et surtout comment lui, il arrive à lire ces données ou comment il arrive à générer, les signaux vidéo et quelles sont les contraintes des circuits vidéo. Donc ça, c'est ce qu'on va voir par la suite. Et là, il y a un bon morceau, mais bon. Alors, quand on regarde un petit peu notre histoire, tout ça, ça prend du sens. Maintenant, on a bien compris cette histoire d'empilement. Donc, je reprends, si j'écris au niveau du microprocesseur dans la kernel ROM, ça se retrouve en RAM. Si je veux aller lire le contenu de la RAM qui se trouve ici, il faut que je désactive le kernel ROM. Donc, on avait vu qu'il y avait sur le port du 6510 la possibilité de désactiver ces zones mémoire. J'ai mes 64 kilooctets de RAM ici, qui se retrouvent très proprement derrière. Donc, dans la configuration par défaut, j'ai cette zone-là de RAM qui est accessible. J'ai cette zone-là ici de RAM qui est accessible. Les autres ne me paraissent pas accessibles. En tout cas, je peux écrire, mais je peux pas lire, sauf à bidouiller un petit peu derrière. Je comprends maintenant les différentes cartouches ROM que je peux avoir. Donc, forcément, si j'active ici, je désactive là. Je peux pas accéder aux deux en même temps. Et puis, les circuits d'entrée-sortie, et en particulier la RAM couleur qui se trouve là, qui est une RAM sur 4 bits et qui prend 1 kilooctet ici. Donc, j'ai 1 kilooctet, non, 1 kilo mots avec des mots de 4 bits que je retrouve ici. Voilà, donc si je regarde un petit peu la carte mère du Commodore 64, on commence à avoir vu un petit paquet de choses. On a vu ici le 6526, donc les deux circuits d'entrée-sortie. On a vu ici nos 3 ROM, la ROM caractère, la ROM kernel et la ROM basique. On a vu ici notre microprocesseur 6510. Ici, on a la PLA. Ici, on a le circuit d'interface son, donc le SID. Ici, on a le circuit d'interface vidéo, le VIC. Ici, donc, on a notre petite RAM couleur de 4 bits. Donc, il faut 10 pattes pour l'adressage, 4 pattes pour les données et puis 2 pattes d'alimentation et puis 2 pattes pour le contrôle du circuit, RW et puis Output Enable. Ici, on retrouve nos circuits mémoire. Ici, on retrouve nos deux circuits 74 LS 257, donc tout va bien.
Voilà. Il nous reste à voir un petit peu tout ça. Je suis en train de me dire que le 74 LS257, ce ne sont pas ces deux circuits, ce sont ces deux circuits-là. Hein, donc, il faudrait que je déplace ça ici. Voilà. Donc, il nous reste à voir un petit peu ça et puis aller voir ce que c'est que ces deux circuits. Et puis, surtout, regarder, lui, là, tout ce qu'il fait. Il fait beaucoup de boulot. On parlera un petit peu horloge. On avait vu les alimes, hein, ces petites choses-là. Et puis, bah, il y a de la connectique, il y a du condensateur de filtrage, il y a des tas de choses comme ça. Voilà, donc on se retrouve pour parler du VIC et des choses qui vont commencer à devenir vraiment intéressantes. On va parler DMA, donc Direct Memory Access, donc circuit d'accès direct à la mémoire. On va peut-être parler un petit peu contrôle du bus, hein, arbitrage du bus, des choses comme ça. Et puis performance sur le bus mémoire, un petit peu les contraintes hein, qu'on peut avoir. Encore une fois, l'ordinateur est dépassé, n'a rien à voir avec ce qui se fait aujourd'hui. Par contre, la problématique, il suffit de multiplier les fréquences, les résolutions, ce sont les mêmes problématiques.